C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, rencontre hebdomadaire des membres du gouvernement, plusieurs décisions en ont découlé. Entre autres, le démarrage pilote de l'assurance agricole dédiée aux petits exploitants et des nominations. Que disent les nouvelles procédures de passation de marché de la Banque ouest-africaine de développement? Les acteurs de la commande du Bénin sont désormais outillés. Ils étaient en formation. Et puis, près de 2700 artisans seront enrôlés cette année dans le cadre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. Objectif, consolider leurs compétences comme actées par le gouvernement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. On prend d'abord la direction de l'Assemblée nationale. Le président Louis Vlavonu a procédé à l'ouverture de la deuxième session. Elle a pour but de voter le budget général de l'État pour l'année 2025. 3 551 milliards de francs CFA pour les dépenses dans les secteurs ministériels. C'est le montant qui sera soumis au vote des députés, des membres du gouvernement et plusieurs personnalités étaient présentes. Je vous le disais en titre, hier en Conseil des ministres, les membres du gouvernement ont acté le démarrage pilote de l'assurance agricole dédiée aux petits exploitants. Des nominations sont également prononcées. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement. Ce mercredi 23 octobre 2024, le Conseil des ministres, qui s'est réuni sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, a débouché sur les décisions dont voici la teneur. S'agissant des mesures normatives, en point 1, mise en œuvre de l'aide juridique en République du Bénin. L'aide juridique vise à assurer l'égal accès au droit et à la justice pour tous. L'adoption du présent décret contribue à prévenir et éviter la discrimination dans l'accès à la justice, dont l'origine pourrait être l'analphabétisme, l'ignorance de ses droits, l'appartenance ethnique, le genre, la religion, le statut social ou économique, un handicap ou toute autre cause. Ainsi, qu'elle soit de conditions modestes ou ayant peu de connaissances de la loi, toute personne pourra désormais faire défendre ses droits par les professionnels de la justice. Chaque Béninois aura donc la possibilité de bénéficier d'une assistance devant les tribunaux et de chercher réparation en cas d'injustice. De façon concrète, ce nouvel instrument juridique rend possible pour tout citoyen qui n'en a pas les moyens l'accès aux divers services d'information et de consultation juridique concernant notamment les litiges civils, administratifs ou d'autres natures. Il organise également le bénéfice d'une assistance en vue de remplir des documents juridiques et rédiger des correspondances officielles, de même que pour obtenir des conseils sur la résolution des conflits en dehors des tribunaux. Grâce à cette mesure, notre pays aura réussi à soustraire les justiciables, quels qu'ils soient, des déviances et marginalisations éventuelles par l'instauration d'une équité devant les juridictions et la réduction subséquente des fractures sociales. En point 2, adoption du code de déontologie et d'éthique des personnels enseignants et chercheurs du supérieur. Dans le cadre de l'implémentation de la stratégie de promotion et de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation initiée par le gouvernement pour redonner à ce sous-secteur ses lettres de noblesse, il a été élaboré un code de déontologie et d'éthique des enseignants et chercheurs des universités ainsi que des écoles supérieures publiques du Bénin. Issu d'un processus participatif, il est destiné à mettre fin aux faits récurrents qui jettent du discrédit sur le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de nature à entraîner un effritement des valeurs liées aux exigences d'excellence et d'exemplarité. En l'adoptant, le Conseil a instruit le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en relation avec le ministre du Travail et de la Fonction publique, d'en assurer la bonne application. Ont par ailleurs été adoptés sous cette rubrique les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur,
transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de règlement définitif du budget de l'État gestion 2023, puis création, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national des indications géographiques. Au chapitre des communications, démarrage du projet pilote d'intégration de l'assurance agricole indicielle pour l'accroissement de la résilience des petits exploitants agricoles face aux effets du changement climatique. Le maintien, sur la durée, des performances de notre agriculture est confronté aux risques climatiques croissants tels que les sécheresses et les inondations qui mettent en péril les rendements et les moyens de subsistance des producteurs. De fait, ceux-ci n'arrivent pas à accéder aisément au crédit pourtant indispensable à l'investissement. Aussi, les acteurs agricoles s'étaient-ils mobilisés pour mettre en place l'assurance mutuelle agricole du Bénin, AMAB, mais le modèle n'intégrait pas tous les risques et n'était pas non plus différent de celui d'une assurance classique. L'expérience n'a donc pas été concluante. Or, le besoin d'une assurance spécifique au secteur agricole est préant, d'autant plus avec les effets du dérèglement climatique. Pendant ce temps, la plupart des institutions financières, en raison de l'absence d'une mesure de protection adéquate, ne s'intéressent pas particulièrement à l'amélioration du financement agricole. C'est pour surmonter ces difficultés que le gouvernement, avec l'appui de certains partenaires techniques et financiers, a engagé le processus de mise en place d'une assurance indicielle afin d'augmenter la résilience des petits exploitants. Le dit processus a démarré en 2022 avec la réalisation d'une étude de faisabilité dont les résultats ont été validés en 2023. Il tire leçon de l'expérience de l'AMAB tout en révélant le potentiel de marché pour l'adoption d'un programme d'assurance agricole. À cet effet, il est envisagé une phase pilote au cours de la période 2024-2025. Celle-ci va s'appuyer sur un modèle innovant et inclusif. L'implication des faits tiers dans la sensibilisation, l'échantillonnage, de même que le suivi des bénéficiaires sera déterminante. Cette option promeut une approche multirisque et indicielle basée sur le rendement et non sur la pluviométrie, permettant donc un remboursement automatique de tous les bénéficiaires impactés en cas de sinistre. En outre, il sera subventionné pour les premières années, de sorte à accompagner les petits producteurs afin de leur permettre de se familiariser avec le produit et d'en apprécier les bénéfices. Ce faisant, les acteurs du secteur pourraient plus facilement bénéficier de l'assurance agricole via leurs fêtières respectives et les services financiers décentralisés à travers le crédit agricole. Sont concernés le bétail, le riz et le coton comme filière animale, vivrière et industrielle. Cette phase pilote approuvée par le Conseil couvrira tous les départements. Elle impactera 100 000 petits producteurs et éleveurs de bétail et s'étendra jusqu'à la campagne agricole 2025-2026. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à la 9e session du Comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes à Addis Abeba en Éthiopie du 29 octobre au 6 novembre 2024. La première conférence ministérielle mondiale sur l'élimination de la violence contre les enfants à Bogota en Colombie les 7 et 8 novembre 2024. L'examen de son 5e rapport périodique lors de la 89e session du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes à l'Office des Nations Unies à Genève, en Suisse, du 19 au 26 octobre 2024. La Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information à Amman, en Jordanie, les 30 et 31 octobre 2024. La 352e session du Conseil d'administration du Bureau international du travail à Genève, en Suisse, du 28 octobre au 7 novembre 2024. Il a été, par la même occasion,
autoriser l'organisation au Bénin de la 7e session du Conseil des ministres de l'École supérieure multinationale des télécommunications de Dakar le 5 novembre 2024, ainsi que du Forum national sur la nutrition le 12 novembre 2024. Au chapitre des mesures individuelles, sur proposition des ministres respectifs, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère des enseignements maternels et primaires, inspecteur général du ministère, M. Cessinou Gaston Lagoyer. Conseiller technique aux affaires administratives et sociales, M. Clotaire Abimbola F.M. Oliide. Directeur des systèmes d'information, M. Falière Bodanho. Directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Olatunji Martin Essou. Au ministère de la Santé, directeur général du Centre national hospitalier et universitaire de psychiatrie, M. Grégoire Magloire Gansou. Directeur d'hôpitaux ainsi qu'il suit. Centre hospitalier départemental du Zou, M. Carlos Eni. Centre hospitalier universitaire départemental de Lemay, M. Evejo Phileas Alotieu Hounou. Centre hospitalier départemental du Mono, M. Hospice H. Fréjus Ontada. Hôpital de zone de Comé, M. Alodjogbe Christian Gbeden-Hessi. Hôpital de zone de Dassa, M. Ubald Gossi Sossou. Hôpital de zone de Djidja, Mme Pridit Vanessa Nukudoji. Hôpital de zone de Kové, M. Semamomede Menonji Meshabed Hossou. Hôpital de zone d'Aplaoué, M. Assou Armel Aubin Soklo. Hôpital de zone de Savet, M. Abdel Razak Olaïtan Romulex Secheton Ali. Hôpital de zone de Savalou, Mme Payero Carole Sobabe. Hôpital de zone d'Adjoun, M. Kainde Daniel Langpoedja. Hôpital de zone de Clekamé, M. Emalin Idjakotan Jacques Balogun Kochofa. Centre hospitalier départemental de l'Atakora, M. Gado Yarou Ngobi. Hôpital de zone de Pobé, M. Sourou S.A. Hippolyte Koudjedon. Hôpital de zone de Sakété, Mme Pis René Senami Akogbekan. Hôpital de zone de Natitengu, M. Maouna Ibrahim Ogungbe. Hôpital de zone de Kandi, M. Élisée Soizon. Hôpital de zone de Banikwara, M. Abdelaziz Abou Moufoutaou. Hôpital de zone de Basila, M. Ulrich Antelme Sena Yassahoho. Hôpital de zone de Kouandé enfin, M. Togbeji Alfred Jean-Louis Onsa. Je vous remercie. À la faveur de sa 3e session, le bureau politique du parti Moël Bénin se prononce sur l'affaire de tentative de coup d'État. Le parti condamne cet acte et dit son attachement au maintien de l'ordre constitutionnel. Voici la position détaillée présentée par le porte-parole. Le bureau politique national du parti Moël Bénin dénonce en même temps qu'il condamne fermement tout dessein tendant à remettre en cause la démocratie et l'état de droit, chèrement acquis de haute lutte par le vaillant peuple béninois. En tout état de cause, le bureau politique national unit sa voix à celle de l'ensemble des militants et sympathisants du parti pour exprimer sa proximité, sa compassion et sa solidarité au chef de l'État, le président Patrice Talon. Le bureau politique national saisit cette occasion pour réitérer au président de la République son soutien indéfectible
En ces moments tumultueux, de dures épreuves où il fait montre d'une grande sérénité et d'un sens aigu de responsabilité, afin de préserver notre pays, le Bénin, contre toute action ou initiative attentatoire à la sûreté de l'État et à l'ordre constitutionnel, le Bureau politique national, au thème de sa 3e session ordinaire de l'année 2024, recommande 1. Le renforcement et le respect des institutions démocratiques. 2. L'éducation et la sensibilisation des masses sur les enjeux démocratiques et l'état de droit. Enfin, Moël Bénin invite tous les enfants du Bénin, où qu'ils se trouvent, à taire les divergences et à faire fi des intérêts personnels pour contrer la menace, d'où qu'elle vienne ou qu'elle soit. « 2026 au Bénin, c'est l'année des élections générales, une première sous l'ère du renouveau démocratique. En attendant cette échéance majeure, le dossier du jour jette un regard rétrospectif pour comprendre la progression au fil des ans de ce pilier essentiel de la démocratie que sont les élections. Il est signé Rachidat Biomama. Pari tenu pour le Bénin. Depuis 1991, les cycles électoraux sont toujours honorés. Depuis 1991 à 2024, nous avons réussi à organiser 7 élections présidentielles avec des alternances du président Soglo en 1991, à Kérékou en 1996, puis à Boni-Yayi en 2006, enfin à Patrice Talon en 2016. Que ce soit au niveau des municipales, que des législatives, que des présidentielles, le Bénin a toujours fait l'effort d'honorer ces grands rendez-vous électoraux, excepté la période de la gouvernance du président Boni-Yayi, où les élections municipales sont restées plus ou moins en souffrance, mais qui ont été organisées par la suite. Du point de vue du taux de participation, de la transparence et de la qualité des élections, que retenir? En matière de qualité, de transparence des élections, je crois que le Bénin n'est pas le moins loti dans la sous-région. C'est vrai qu'il y a des critiques internes, il y a des insatisfactions, il y a des oppositions, mais toujours est-il que nous avons gagné de plus en plus en expertise électorale. Le Bénin a réussi à ressusciter la Commission électorale nationale autonome. Et désormais, il y a l'instance politique et puis il y a l'instance technique. Les premières élections pluralistes sont soldées par la victoire de Nicéphore Soglo avec 67% de suffrages exprimés contre le président Kérékou. Vous savez que le taux de participation à l'époque a été très très fort, plus de 70%. Cela témoigne de l'engouement des populations pour l'ère du renouveau démocratique. Mais chemin faisant, je crois qu'il y a des réformes qui ont été mises en chantier. Ces réformes ont suscité des critiques, des controverses, ont impacté plus ou moins la participation citoyenne, ce qui a fait que les élections 2021 n'ont pas connu le même engouement que les élections 91. On a eu un taux de 50%. C'est peut-être lié à la désillusion politique. Pour autant, doit-on se satisfaire de cette progression des élections au fil des ans? On n'est pas encore au firmament de la proclamation des résultats. Dans d'autres pays, vous faites les élections et puis quelques heures après, vous avez les résultats. C'est vrai que nous avons diminué le temps entre la proclamation des élections et son organisation. C'est davantage d'efforts à faire pour que, après une élection, que le soir, qu'on puisse avoir les grandes tendances. Et cette marche atteindra-t-elle son pic en 2026? Donc sur le principe de 2026, ça n'inquiète personne. C'est les règles qui doivent définir le jeu qui inquiètent certains acteurs. Donc, a priori, il n'y a pas de problème. Dans un dialogue inclusif et fécond, les acteurs peuvent toujours trouver les passerelles pour pouvoir sortir le pays de l'impasse. Rendez-vous dans un peu plus d'un an pour savoir si, comme en 1990, le Bénin, toujours dans l'innovation, va une fois encore étonner le monde.
La Banque ouest-africaine de développement BOAD offre une immersion sur les nouvelles procédures de passation de marché de la banque. Le défaut de maîtrise des procédures de passation des marchés réduit la capacité d'absorption des crédits de la banque en faveur des États, d'où cette formation qui vient outiller les acteurs de la commande publique du Bénin. Gloria Ouni et Alexis Segbemo. Depuis une cinquantaine d'années, elle intervient dans les domaines de l'agriculture, de l'agro-industrie, de l'infrastructure, de la santé, de l'éducation, de l'énergie et bien d'autres. La Banque ouest-africaine de développement BOAD, dans l'exercice de ses activités, s'adapte à l'évolution de tout environnement. L'objectif de la présente session de formation est de vous permettre, à vous, acteurs de la commande publique, de vous familiariser à ces nouveaux outils de la banque, dans la perspective d'améliorer le taux de décaissement. Et elle abordera 3 points essentiels qui sont la présentation des politiques et procédures de passation des marchés de la banque, en secondo, la présentation des dossiers d'appel d'offres et des divers canevas, et enfin, la présentation des politiques et procédures de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption. La BOAD a mis en place près de 1200 milliards de francs CFA, soit 13% de ses engagements globaux au service des objectifs que le Bénin s'est fixés dans ses programmes de développement. La passation des marchés dans le financement des projets de développement aide à optimiser l'utilisation des ressources avec intégrité dans la promotion du développement général et celle du développement durable. Vous savez bien que la banque nous accompagne dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement et chaque jour nous réfléchissons à ce que tout ce qui est apporté comme appui permette efficacement d'atteindre les objectifs que le gouvernement s'est fixés. La Banque ouest-africaine de développement s'assure ainsi que les fonds mis à disposition soient exclusivement consacrés à l'objet pour lequel ils ont été accordés. Pendant ce temps, les acteurs des ministères sectoriels sont focus sur la gestion budgétaire en mode programme. Un renforcement de capacité leur est consacré pour élever leur performance. Initiative du ministère de l'Économie et des Finances. Le point avec Jennifer Sativi. La gestion budgétaire en mode programme, c'est une réforme de l'administration publique à double avantage, optimisation et efficacité de la dépense publique. À cet effet, il existe pour chaque ministère un programme support. Il y a un instrument que nous appelons la revue qui participe du dialogue de gestion de ces programmes. Donc, il faudra partager la technique, la manière de faire avec les acteurs pour leur permettre de pouvoir donner des résultats quand même probants. Dans ce cadre, un atelier de formation sur la gestion budgétaire en mode programme a été organisé à l'endroit des acteurs de performance des ministères sectoriels. La présente session fait suite à celle de juillet 2024. On le fera 2 fois chaque année. 2 fois chaque année pour permettre une appropriation complète de la réforme pour que cette réforme devienne vraiment une réforme pérenne. Parce que l'objectif à terme, c'est de garantir la performance dans la gestion des finances publiques. Nous allons également prendre en compte dans l'actualisation, parce qu'actuellement on est dans la phase d'évaluation du plan quinquennal de formation sur la gestion en mode programme. Et l'évaluation doit tenir compte également de la formation technique. La formation est organisée par le ministère de l'Économie et des Finances avec la collaboration de la cellule de gestion du budget. Les acteurs de la filière soja des départements du Zou et des collines sont en concertation à Boïcon. Ils réfléchissent à la santé de cette filière dans un contexte de réforme engagé par le gouvernement. La TDA Pôle 4 et le PADEFIP sont à l'initiative de l'atelier qui réunit organisations paysannes, systèmes financiers décentralisés, ONG et acteurs de la chaîne de la commercialisation du soja. Les précisions avec Pierrette Adanyossi et Canel Capo. Le soja est l'une des filières prises en compte par le projet PADEFIP. C'est une filière stratégique qui joue un rôle clé dans la sécurité alimentaire, la durabilité économique et l'équilibre environnemental du Bénin. C'est dans ce cadre que le chef de l'État et le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ont vu juste et ont demandé à conduire une réforme au sein de cette filière qui a
faciliter la mise en place de l'interprofession SODIA. Pour permettre aux acteurs d'internaliser ou bien de bien s'intégrer dans ces réformes, il est important que les acteurs au niveau de la filière se rencontrent pour échanger et formuler des recommandations pour que la filière puisse bien se porter au niveau de la zone d'intervention du PADEFIP et à l'échelle nationale. L'exécutif, qui a procédé récemment à l'organisation des acteurs de la filière SODIA, attend beaucoup de ces assises. En vous conviant à la présente atelier, je voudrais m'assurer que les contributions des uns et des autres nous permettront d'atteindre les objectifs de l'atelier, à savoir faciliter le dialogue à travers la création d'un espace d'échange entre producteurs, transformateurs, projets, programmes, institutions publiques. Discuter des principaux obstacles rencontrés par les producteurs et les transformateurs dans le cadre de la transaction commerciale. Nous allons attirer l'attention sur le fait que l'État intervient d'une manière dans la production. Et donc, tous les débats qui seront faits, toutes les positions qui seront prises, doivent viser non seulement les intérêts des interprofessions en tant que privés, mais également l'intérêt de l'État. Il faut travailler sur les semences et il faut travailler sur l'inoculum. Les deux là, il faudrait que les politiques publiques et tous les acteurs PADEFIP mettent l'accent sur la nécessité d'avoir les bonnes semences et la nécessité d'avoir de bons biofertilisants pour booster la productivité de la culture du soja. À terme, cet atelier d'échange va conduire à la mise en place d'une filière semencière locale de soja afin de permettre aux acteurs de disposer de semences de qualité pour améliorer la productivité de leur filière. Et au nombre des réformes, plusieurs structures ont vu le jour pour accompagner ces acteurs agricoles. Le Fonds national de développement agricole, l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations APIEX et l'Agence pour le développement des petites et moyennes entreprises ADPME. Quels appuis peuvent-elles apporter aux petites et moyennes entreprises? Réponse avec le ministre Modeste Kéréko. Le FNDA, le Fonds national de développement agricole, qui existait déjà par ailleurs, a été totalement restructuré et a été pourvu de 3 guichets d'intervention pour accompagner exclusivement les entreprises dans le secteur, qui opèrent dans le secteur agricole et les agripreneurs. À côté de cela, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises a été créée, l'ADPME, et elle a vocation d'accompagner toutes les autres PME qui opèrent dans tous les secteurs d'activité économique possibles, à l'exception du secteur agricole, qui revient exclusivement au Fonds national de développement agricole. Donc, ces 2 agences ont vocation à assurer un continuum de services publics pour les PME. Quand nous avons fini la restructuration du FNDA, le gouvernement a doté cette agence, ce fonds, de plus de 100 milliards pour accompagner tous les promoteurs d'entreprises dans le secteur privé, les agripreneurs comme on les appelle, de ressources par le biais du faire parce que le FNDA opère par les systèmes financiers décentralisés. Donc, il accompagne, il finance aussi bien les primo-entrepreneurs dans le secteur agricole que les entreprises, les PME déjà établies à travers la facilitation d'accès au financement, aussi bien auprès des systèmes financiers qu'auprès des banques. Pour ce qui concerne la DPME qui a vocation à prendre en charge les autres PME, toutes catégories confondues, il faut dire que le gouvernement lui a donné comme tâche principale de faire beaucoup plus de l'accompagnement non financier. Ça peut être un diagnostic stratégique, ça peut être un diagnostic opérationnel, ça peut être des formations, des remises à niveau.
Dans le cadre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain, près de 2700 artisans béninois seront enrôlés en 2024. L'initiative vise à renforcer leurs compétences. Amandine Aniambossou évoque les enjeux de cette décision actée par le gouvernement le 9 octobre dernier. Encore une nouvelle cohorte d'artisans appelés à élever leurs compétences. Feuille de route prescrite par le gouvernement au projet Assurance pour le renforcement du capital humain. L'entrée en formation démarre ainsi juste après une sélection des centres chargés de sa mise en œuvre. Ce sont des centres spécialisés qui vont ouvrir leurs portes à 1720 artisans dans divers corps de métier au titre de l'année 2023. Quand on sort d'une formation comme ça, c'est comme si on est un homme nouveau, parce que le comportement professionnel est radicalement changé. Nous pensons gagner assez de choses de cette formation, parce que ça va nous permettre de nous améliorer sur le plan professionnel. Merci vraiment au projet H. Plusieurs missions d'expertise ont dû parcourir tout le pays pour répertorier les infrastructures et compétences techniques potentielles disponibles. Au bout du projet, ce sont des milliers d'acteurs du secteur informel qui seront nantis de compétences opérationnelles pointues et valorisantes, avec à la clé la facilité d'accès au crédit pour développer leurs activités. Au-delà des questions de santé, le projet Arche prend ainsi en charge le renforcement des compétences professionnelles des acteurs à faible revenu, prioritairement des artisans, puis progressivement ceux des autres secteurs de l'informel. Finalité, améliorer la qualité et la compétitivité de leurs prestations pour accroître leurs revenus. L'initiative du gouvernement permet entre autres de disposer d'une base de données de centres de formation de référence. Les domaines concernés sont ceux de l'énergie photovoltaïque, du froid et de la climatisation, de l'aménagement paysager, de la jardinerie, de la pâtisserie, de la boulangerie ou encore de la transformation agroalimentaire et des produits laitiers. Après l'expérience de 2023, le Conseil des ministres autorise l'organisation d'une nouvelle session de formation au profit de 2676 artisans au titre de l'année 2024. Des experts métiers internationaux sont aussi mis à contribution pour élever les standards de formation. Dans le reste de l'actualité, échange entre le haut-commissaire à la prévention de la corruption et le président de la Cour constitutionnelle, Maître Jacques Migan, fait le point au micro de Bruno Soili. Nous avions eu des conseils d'un grand sage, quelqu'un qui est un expérimenté. Je peux vous dire que les échanges que nous avions eus sont des échanges très riches sur comment travailler pour lutter contre la corruption dans notre pays. Il nous a prodigué de sages conseils et nous a dit qu'il est prêt à nous accompagner, à accompagner le Haut-Commissariat que nous avons l'honneur de diriger. Nous avions mis l'accent sur les élections générales qui doivent se tenir dans notre pays courant 2026. Et 2026, c'est là. Et quelles sont les dispositions qui sont en train d'être prises par la Cour constitutionnelle. Et comme vous le savez, la Cour constitutionnelle, quand elle rend sa décision conformément aux dispositions de la Constitution, c'est des décisions qui sont sans voie de recours. Et il nous a rassurés. Ce n'est pas le jour des élections, mais c'est bien avant les élections. Le haut-commissaire à la prévention de la corruption était ensuite au Conseil économique et social. Son objectif, instaurer un partenariat avec l'institution. Il est question d'établir les bases d'une coopération qui protège les valeurs qui fondent une nation. Jérôme Rumbo nous propose quelques extraits de leurs échanges. Si nous parvenons à cartographier les risques, nous pouvons proposer des manuels de procédure visant l'intégrité, la probité, la transparence dans la gestion des affaires publiques. Le deuxième niveau de ces objectifs stratégiques, c'est éduquer et sensibiliser. Nous devons apporter dans le cœur, dans la tête de chaque Béninoise, de chaque Béninois, une volonté ferme, l'intérêt
supérieur de la nation, l'intérêt général. Et en ce sens, les deux institutions se retrouvent encore. Le troisième pilier, le dernier de nos objectifs stratégiques, c'est dissuader et sanctionner. En présentant tout à l'heure les idées que nous avons, les propositions que nous avons, ou si vous préférez les suggestions que nous avons, il se confirme que elles sont ces idées, ces propositions conformes à ce que le Conseil économique et social aussi pense et réalise. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption veut nécessairement collaborer étroitement avec le Conseil économique et social. Il nous a fait des propositions sur des thématiques. Il y a par exemple la corruption, tout ce qu'il faut faire. Je voudrais donc vous exhorter, puisque vous savez très bien que la mandature actuelle est en finition, et puisque nous sommes dans une république où le travail ne doit jamais s'arrêter, et que très prochainement d'autres seront là, que vous puissiez accompagner ce projet. Eau potable pour tous les Béninois d'ici 2025, le gouvernement en fait son cheval de bataille. Plusieurs projets ont vu le jour, dont le projet Eau potable pour écoles à cantine Pépec. Dans sa phase 2, ce programme permet de desservir les écoles à cantine du Bénin. Dans le département du Mono, le lycée technique et professionnel de Boupa en a bénéficié. Simon Vignon et Blaise Adampo ont assisté à la réception provisoire. Ils ont beau disposer du lac à aimer, ces riverains ont du mal à étancher leur soif. C'est bien le cas des usagers du lycée technique et professionnel de Boupa. L'accès à l'eau potable ici, juste un casse-tête. L'eau, c'est source de vie, dit-on. Par le passé, ça a été très difficile. Ce dilemme est désormais de l'histoire ancienne grâce à un partenariat opérationnel mis en œuvre par le gouvernement. Un partenariat entre l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable ANAEPMR et l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation. Le lycée était confronté à un problème de manque d'eau, ce qui ralentissait les activités académiques et ne permettait pas vraiment le bon fonctionnement de tous les ateliers du lycée. Et c'est après cette requête que l'agence a dû installer ce système. Les apprenants de ce lieu d'éducation peuvent respirer. Leur école est désormais desservie en eau potable. Les ateliers ont à présent de quoi fonctionner, notamment pour les travaux pratiques. Aujourd'hui, ça rentre dans l'histoire. Ouvrir le robinet et trouver de l'eau, alimenter les ateliers et les blocs, c'est vraiment un grand soulagement. Tu peux te lever et ne plus commencer par réfléchir pour dire où est-ce que je vais trouver de l'eau. Tu te lèves, tu peux aller ouvrir ton robinet et tu trouves facilement de l'eau. C'est déjà un grand pas. Le dispositif hydraulique installé est spécifique aux autres postes d'eau autonomes du projet Eau potable pour école à cantine Pépec. On avait un réseau d'adduction d'eau villageoise qui existait dans la localité de Poussotomé. Le réseau est déjà saturé, on ne peut plus brancher des gens dessus. Il a fallu qu'on puisse renforcer la capacité du réseau. Donc ce qui a fait que la pompe, l'ancienne pompe qui débitait autour de 10 mètres cubes d'exploitation par heure, a été changée en une nouvelle pompe plus performante de 16 mètres cubes. Donc, la pression qui va permettre d'alimenter le lycée de manière gravitaire n'existait pas. On était obligé de construire une bâche de collecte et de reprise d'eau. Donc la bâche a une capacité de 45 mètres cubes. Et dans la bâche, on a installé maintenant le kit qui est propre au projet, où on a une pompe solaire, on a les panneaux solaires, on a le réservoir qui est un réservoir de 8 mètres cubes et qui est monté sur un support de 6 mètres de hauteur. L'eau potable ne sera plus une denrée rare au lycée technique et professionnel de Boupa. Reste à faire un bon usage de ce joyau réalisé sur budget national. Après avoir sillonné plusieurs départements, l'équipe du projet souhaite a posé ses valises dans l'Atlantique pour le concours de théâtre scolaire. Les collèges sélectionnés ont déployé leurs talents dans des prestations qui abordent diverses thématiques. Edmond Humbo et Arnaud Adadja et Alessandra Djotan.
Au total, 5 collèges d'enseignement général ont présenté leur classe culturelle. Il s'agit des CEG Tokpadomé, Toria Guako, CEG 2, Aboumé Calavi, Zé et Alada. Aucun collège n'a démérité. Tellement l'accouchement est difficile pour le jury. C'est quoi ça? C'est un plus. C'est le code de son langage génital. C'est que j'ai le langage de ma bouche avec ton code. Tiens, attention qui hypothèque notre. À l'arrivée, le CEG 2, Aboumé Calavi, sort la tête. On a tellement fait d'efforts, on s'est donné tout le temps, on était toujours là, et puis tout ce qu'on a fait, on a gagné. Moi, je suis vraiment content parce qu'on est allé au but et on prie pour la finale. C'est nous qui allons encore gagner. J'invite les filles que la sexualité précoce n'est pas une bonne chose, d'éviter ça. Si l'un de ses professeurs, parents ou quelqu'un de la rue les parlait, ils peuvent le dire aux parents. Je remercie les encadreurs qui ont fait un travail formidable. Vous voyez, il y a des troupes qui ont mis l'accent sur l'ignorance. La dame là qui refuse que sa fille aille à l'école. Il y a l'abus des enseignants sur des élèves, mais des élèves éveillés qui arrivent à bloquer les enseignants. Franchement, je suis très ému. Et je vois que dans mon département, il y a la qualité. Le choix de ces élèves des classes culturelles n'était pas anodin. Entre autres critères ayant guidé le jury figure la pertinence du sujet, le décor et la présentation. Si nous avons eu ce résultat que nous avons eu aujourd'hui, je crois que c'est grâce aux classes culturelles que nous avons au niveau des établissements. Ça prouve que l'État ne s'est pas du tout trompé en initiant les classes culturelles. Pour le projet SWED, c'est de sensibiliser, c'est d'éduquer et aussi de distraire. Tous ces objectifs sont quand même importants pour le changement social et comportemental au niveau du projet SWED. Ce concours vise à sensibiliser les jeunes filles en particulier et le monde scolaire en général. Il se termine sur une note de satisfaction. La ville de Dassa-Zoumé a accueilli la 5e édition du Cross de la rentrée. C'est une compétition de course où la persévérance, l'endurance et la capacité de l'athlète à contourner des obstacles sont les qualités recherchées. La compétition a mobilisé des centaines de participants au CEG 1 Dassa. Les précisions avec Pierrette Adriossi. Près de 2000 athlètes des catégories de moins de 17 et de 19 ans ont participé à ce cross de la rentrée. Dans la persévérance et la bravoure, ces athlètes venus de 36 collèges des communes de Dassa, Savalou, Glazoué et Savé ont parcouru respectivement 5 et 7 kilomètres des chantiers difficiles. On a commencé par courir. Je ne retrouve plus une fille derrière moi. Par la grâce de Dieu, je me suis retrouvée devant. J'ai en joie de faire l'athlète. C'est pourquoi je m'assoupis pour voir si je peux. Félicitations pour vous les jeunes, brûlés par le soleil, tapissés par les pavés. Mais vous avez couru et vous êtes venus à bon port. La course vise non seulement à dénicher les talents d'athlètes qui sommeillent en nos collégiens et nos lycéens, mais également réveiller chez la jeunesse la passion pour les activités sportives. Le cross de la rentrée est une activité qui nous permet et qui nous donne l'occasion et pour notre ministère de détecter des talents tout en permettant à la Ligue régionale et à la Fédération de l'athlétisme de découvrir le potentiel riche et inexploité de nos communes. Parmi vous, il y en aura en fonction de leur catégorie d'âge qui vont représenter notre pays aux compétitions internationales. Félicitations aux meilleurs qui se sont révélés et courage à tous ceux qui ont osé s'inscrire. Les premiers des catégories U17 et U19 ont reçu chacun une enveloppe financière de 100 000 francs CFA. Les filles, quant à elles, ont bénéficié d'une enveloppe de 150 000 francs CFA. Les 15 meilleurs talents révélés de cette 5e édition du Cross de la rentrée ont été aussi récompensés.
Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.